visite en Mauritanie, le ministre français des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian s'est redit confiant dans l'approbation par l'ONU d'une force anti-djihadiste des pays du G5 Sahel. Au Bénin, le Front pour le sursaut patriotique a dénoncé ce vendredi la situation sociopolitique économique du pays. Puis la Cour pénale internationale dira le 6 juillet prochain si Pretoria est coupable de n'avoir pas arrêté le président soudanais Omar el-Béchir sur son sol en 2015. Le ministre français des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian s'est redit vendredi à Nouakchott confiant dans l'approbation par l'ONU d'une force anti-djihadiste des pays du G5, mais a laissé entendre qu'elle pourrait intervenir après le sommet de l'organisation en juillet. Les deux hommes ont évoqué en premier lieu l'action du G5 Sahel et en particulier la mise en œuvre de la force conjointe qui devrait être validée prochainement par le Conseil de sécurité et en tout cas dans la décision de mise en œuvre concrète pourra être prise lors de la réunion du G5 à Bamako le 2 juillet, a-t-il dit. Un projet de résolution français pour appuyer, y compris financièrement, le déploiement de cette force conjointe rencontre des réticences au Conseil de sécurité, en particulier des États-Unis. En visite au Sénégal jeudi, Jean-Yves Le Drian avait indiqué penser que les efforts diplomatiques pour surmonter ces réticences seraient fructueux. Le président français Emmanuel Macron doit assister au prochain sommet du G5 Sahel le 2 juillet à Bamako. Le Bénin a posé un pas important dans le respect des droits de l'enfant. Le pays a, dans le cadre de la Journée internationale de l'enfant africain, choisi d'agir sur un triste phénomène en plein essor, le mariage des enfants. Le mariage des enfants est un phénomène qui est au cœur de la problématique des violences faites aux enfants, ces êtres sans force et sans défense, qui continuent de croupir sous le poids de la tradition. Que dis-je? Sous le poids des abus des adultes, que sont malheureusement parfois leur propre sur le cœur. Une situation dont tout adulte doit s'indigner car les auteurs l'encourageant sont des adultes. Je suis habité par un sentiment de honte que tous les adultes dans cette salle et partout dans le pays doivent ressentir. Car l'environnement immédiat de l'enfant n'est toujours pas un lieu de soins, d'affection et de protection. Car dans ce beau pays, le Bénin, 3 filles sur 10 sont mariées avant 18 ans. J'ai honte car je ne comprends pas comment un homme de 5 ans, 60 ans ou plus trouve normal de prendre comme épouse une enfant qui a l'âge de ses propres petits-enfants. À la honte s'ajoute un sentiment profond de culpabilité. La campagne Tolérance Zéro au mariage des enfants est lancée pour 3 mois durant lesquels la prévention sera accentuée, suivie d'engagement, de dénonciation pour une promotion de la protection de l'enfant afin de sauver ce dernier. Cette gouvernance se déploie aujourd'hui avec rage et ruse par la privatisation des secteurs stratégiques qui se poursuivent donc après avoir pris pour lui-même le secteur du coton, pris le PVI, étendu ses mains sur les autres cultures vivrières telles mêmes comme l'acajou et tout le reste. Maintenant, on veut privatiser le port autonome, on veut privatiser la SBE, on veut privatiser le CNHU, et etc. Trop c'est trop, ça suffit. Donc il a été décidé alors une marche le jeudi 22 juin prochain. Rassemblement qui part de la boue de travail, qui passe par Dantokpa et qui aboutit à l'Étoile Rouge. Sur cette base, il y a eu 3 motions
une motion contre la privatisation des secteurs stratégiques et contre le licenciement et le chômage des gens. Deuxième motion, contre les déguerpissements pour que les gens soient relogés et contre les tentatives, les menaces du gouvernement parce que le préfet Teboula, qui représente le gouvernement, a dit qu'il va reprendre les déguerpissements maintenant même dans les ruelles. Donc une motion a été prise contre cette tentative et cette velléité. Et la troisième motion, c'est contre les intimidations et la répression des combattants. Les jeunes filles optent rarement pour le secteur des nouvelles technologies de l'information et de la communication. En organisant une journée portes ouvertes sur le secteur, l'Agence de régulation des télécommunications, ART, veut inciter les jeunes filles à s'orienter davantage vers les filières techniques dès l'enseignement secondaire. Le grand défi, c'est la fibre optique. Vous savez, quand on parle des mégadonnées, c'est des millions d'informations, des milliards d'informations. Mais pour les faire communiquer en temps réel sur vos smartphones, sur vos équipements informatiques, il faut des gros tuyaux. Les gros tuyaux aujourd'hui, c'est quoi? C'est la fibre optique. Le pays n'est pas encore doté de la fibre optique, mais le pays est quand même en avance avec la Banque mondiale et certains pays pour le déploiement de cette infrastructure. Et cette infrastructure est nécessaire pour la mise en place de ce qu'on appelle les data centers, c'est-à-dire les gros équipements qui doivent accueillir ces mégadonnées. Et par rapport à ça, il faut des dispositions. Les ingénieurs de l'ART fournissent des informations fiables et utiles au public, particulièrement aux jeunes filles, sur les opportunités qu'offrent les nouvelles technologies aujourd'hui. Maintenant, les jeunes filles devraient penser à s'orienter vers les filières de technologie, de mathématiques, d'ingénierie dès le plus jeune âge. Les parents aussi devraient les encourager à le faire. Donc c'est par l'enseignement que les comportements vont évoluer et c'était le message que nous tenons à passer. L'ART veut inciter les jeunes filles à s'orienter davantage vers des métiers porteurs, des carrières qui ouvrent des perspectives nouvelles pour l'avenir aux jeunes du monde entier. La Cour pénale internationale annoncera le 6 juillet sa décision concernant la violation ou non des lois internationales par l'Afrique du Sud qui avait refusé d'arrêter sur son sol en 2015 le président soudanais Omar el-Béchir poursuivi pour génocide au Darfour. La CPI convoque pour le 6 juillet les représentants de l'Afrique du Sud et la procureure de la Cour pénale pour assister à son rendu de décision, précise un communiqué officiel. Pretoria avait affirmé en avril 2017, au cours d'une audience inédite devant la CPI, n'avoir violé aucune loi en refusant d'arrêter sur son sol en 2015 Omar el-Béchir. À la mi-juin 2015, Pretoria avait ainsi laissé Omar el-Béchir rentrer chez lui après sa participation à un sommet de l'Union africaine à Johannesburg. Jamais inquiété jusqu'à présent, le président soudanais est visé par 2 mandats d'arrêt internationaux émis par la CPI en 2009 et 2010 pour génocide, crimes contre l'humanité et crimes de guerre commis au Darfour, province de l'ouest du Soudan, en proie depuis 2003 à une guerre civile qui a fait 330 000 morts selon l'ONU. Près de 2 siècles après sa mort en 1830 en Australie, un des plus célèbres chefs rebelles indigènes de l'histoire de l'actuelle Afrique du Sud a été symboliquement enterré ce vendredi dans sa terre natale. Sa dépouille n'ayant jamais été retrouvée, c'est donc très symboliquement son esprit qui a été placé dans un cercueil lors d'un enterrement dans la plus pure tradition khoisan. Nous voulons montrer au monde que nous avons une diversité de cultures, mais que nous voulons aussi en construire une Afrique du Sud unie et non raciale. Et pour faire ça, vous devez aussi soigner la nation, et cet exercice a lieu pour soigner notre nation. Et aussi, nos petits-enfants sauront qui Tata Sturman était, d'où nous venons et où nous allons en tant que Sud-Africains. Where are we going as these South Africans? Today also for me personally as a Khoi, I pick up the warrior from... Aujourd'hui, pour moi personnellement, en tant que Khoi,
Je choisis le soldat de David Sturman et je mène le combat pour les Koyi, pour la reconnaissance, pour que notre loi soit approuvée, pour que notre terre soit rendue et pour la liberté des peuples Koyi et San. David Sturman fut l'un des meneurs de la résistance menée au début du 19e siècle par les tribus Khoisan contre les colonisateurs britanniques. Emprisonné sur l'île de Robben Island, célèbre pour avoir ensuite accueilli le héros de la lutte anti-apartheid Nelson Mandela, il est parvenu à s'en échapper à 2 reprises avant d'être exilé dans un pénitencier australien. Après avoir purgé sa peine, il est mort à Sydney où il a été très vraisemblablement enterré. Certains pays membres de l'Union économique monétaire ouest-africaine UEMOA se sont engagés dans les réformes foncières afin de contribuer à une accélération du développement des marchés fonciers ruraux au profit des acteurs les plus aptes à tirer profit de cette nouvelle situation. Pour donner l'exemple du Bénin par exemple, on a remarqué que les certificats de non-litige qui étaient institués pour pouvoir aider à diminuer le nombre de litiges litiges domaniaux sont utilisés par ceux qui sont appelés à les délivrer, c'est-à-dire les chefs de village et les chefs de quartier, comme une manne financière où chacun fixait le montant qu'il veut, mais sans de réelles enquêtes, sans une réelle maîtrise des statuts juridiques de ces fonciers-là. Sur la base de ces rapports, l'initiative prospective agricole et rurale IPA a finalisé l'étude de la commission de l'UEMOA sur les marchés ruraux en Afrique et les outils de leur régulation. Les résultats de cette étude ont été présentés à l'occasion d'un atelier régional tenu à Abidjan en présence d'une 30aine d'experts venus des 8 pays membres de l'UEMOA. IPAR, qui est basé à Dakar, a eu l'opportunité de réaliser cette étude dans les 8 pays, dont la Côte d'Ivoire, le Burkina Faso, le Bénin et le Sénégal, comme étude de cas. Puis, compte tenu de son contexte et des réalités qui y sont, adapte sa stratégie, adapte aussi les outils de sécurisation foncière qu'il met en place. Et il était intéressant de voir aujourd'hui, par rapport à ce qui se passe comme, avec les acquisitions de terres à grande échelle, comment ces outils de sécurisation peuvent aider à anticiper justement les problèmes qu'il pourrait y avoir. Cette réunion de Abidjan fait suite à celle de Ouagadougou, tenue en novembre 2016.